Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement au lecteur. Avertissement au lecteur. Cet ouvrage est bien entendu constitué de concepts, de notions, de méthodes, d'interrogations ou d'interpellations ainsi que de propos d'auteurs de livres ou d'articles parus dans la presse ou sur Internet, mais aussi d'extraits des livres de l'auteur. Les références sont précisées pour l'ensemble des extraits cités. L'auteur a voulu compiler et organiser toutes ces données au vu de son expérience et de ses connaissances, ainsi que de cours donnés à ce sujet. Ce recueil a donc pour but de faciliter la tâche de toute personne désireuse d'aborder les problématiques des organisations. Il concerne notamment celles qui sont en parcours de formation lors de leur stage ou de leur période de stage en entreprise à effectuer, et de leur rapport à produire à leur issue. Bernard Gourmelin. Le manuel des écoles de football et du jeune footballeur, en collaboration avec Marc Barthélemy, 1985, édition Chiron. La validation des acquis de l'expérience, juillet 2006, édition L'Harmattan, préface de Paul Santelman. Petit métier pour grand service dans la ville africaine, en collaboration avec Jean-Michel Leroux, février 2011, édition L'Harmattan, préface de Mamoutou Touré. Handicap, projet et réinsertion, mars 2012, édition L'Harmattan, préface de Jean-Luc Blaise. Dédicace. Pour Clément, David et bien d'autres. Préface. Issu d'une expérience pédagogique bien confirmée, cet ouvrage a vocation didactique, expliqué en proposant la grammaire des organisations. Si le propos est sociologique et économique en vue de livrer quelques-unes des grandes clés d'intelligence du fonctionnement sociétal, il est plus sûrement encore heuristique. Comme l'indique l'auteur, il s'agit d'un manuel, destiné à toutes les personnes en situation de travail ou en activité associative qui se retrouvent confrontées à la compréhension des organisations. Comprendre mais en vue de l'action. En cela, la démarche de l'auteur s'inscrit dans la mouvance actionnaliste, la sociologie d'intervention chère à Alain Touraine. Comprendre donc pour transformer les choses. Ce qui suppose de disposer d'outils adaptés à cette tâche, en vue d'affronter la complexité de la réalité sociale. Bernard Gourmelin nous avertit, d'entrée de jeu, que si cette complexité doit être prise en compte, il ne s'agit pas de la confondre avec la complication. Car ce qui est compliqué appelle naturellement simplification par réduction aux unités élémentaires, tandis que le complexe doit être pris comme tel et pensé audacieusement comme un tout dont il s'agit de percer la cohérence interne. La méthode analytique a ses vertus. Mais le sens des choses ne se dévoile que dans l'effort de les penser ensemble dans leurs intrications, interactions, interrelations. Comme si la vérité avait son lieu dans l'entre-deux. C'est la grande leçon d'Edgar Morin qui rejoint d'ailleurs les intuitions les plus fortes d'Hannah Arendt. Fort de cette conviction, l'auteur affronte l'énigme de l'organisation. Qu'est-ce qui fait que des individus parviennent à tenir ensemble de manière à peu près cohérente et unitaire, dans un cadre qui n'a rien de naturel? C'est la question dont sont partis Durkheim, Weber et tant d'autres. Dans la réponse qu'il nous propose, on sent nettement la préférence qui le porte vers les explications en termes de stratégie, de projet, d'idées d'œuvre comme le disait le grand juriste Maurice Oriou, penseur par excellence de l'institution. D'où son insistance avec Philippe Bernoux sur le construit, l'artifice mais ô combien efficace, de toute organisation traversée et travaillée par des jeux de pouvoir décrits dans toute leur diaprure. D'où également, avec Michel Crozier, l'intérêt porté à l'incertitude comme source de ce pouvoir défini comme capacité de contrôle des sources d'incertitude. C'est un très beau panorama qui se découvre à la lecture de cet ouvrage où défilent les acteurs de la vie sociale et économique, avec de substantiels développements sur l'économie sociale et solidaire, les ressorts de l'action efficace avec de très intéressants développements sur la nouveauté introduite par la notion de compétence des acteurs si différente de celle de qualification. Et que dire de la formation devenue au fil du temps un impératif catégorique, dont dépend désormais l'avenir des salariés via leur employabilité. À ce propos, l'auteur n'a pas tort de souligner à quel point il demeure essentiel de demeurer fidèle à l'inspiration de la loi Delors de 1971, en ne négligeant pas la formation générale, culturelle souvent oubliée au profit de l'utilité au premier degré. Livrant avec clarté les grilles de lecture les plus pertinentes,
cet ouvrage rendra le plus grand service sous l'horizon d'une intelligence active du social. Jacques Le Goff. Professeur de droit. Université de Bretagne occidentale, Brest. Introduction. Suite à une expérience récente, dans un organisme de formation au métier du secteur social, où j'intervenais auprès des étudiantes et des étudiants pour tenter de leur apporter des clés de compréhension des organisations, notamment pour le déroulement de leur stage d'application et la rédaction de leur rapport de stage, j'ai eu l'idée de faire ce manuel dans lequel, elle ou il retrouverait l'essentiel de ces interventions et même un peu plus. En effet, durant ces 3 années passées auprès de ces étudiantes et étudiants à les sensibiliser à la compréhension des organisations, j'ai pu constater qu'elles ou ils avaient, surtout pour celles ou ceux issus directement de l'enseignement secondaire, une approche très partielle des organisations du travail dans lesquelles elles ou ils allaient se retrouver. De plus, elles ou ils devaient se confronter à la difficile analyse de ces organisations dans le cursus de leur scolarité. À partir de ces cours, j'avais matière pour construire et rédiger ce manuel. Par ailleurs, je disposais aussi de mes écrits théoriques réalisés dans le cadre de mes propres études et recherches universitaires, ainsi que des manuscrits de mes livres publiés. J'ai donc décidé de compiler tous ces documents qui traitaient de la compréhension des organisations du travail en les organisant et même de les compléter, de les actualiser voire de les agrémenter. Ce manuel a aujourd'hui un but plus large puisqu'il est destiné à toutes les personnes en situation de travail ou en activités associatives, qui se retrouvent confrontées à la compréhension des organisations. J'ai partagé ce manuel en 5 parties distinctes mais qui se trouvent être en interaction. Elles peuvent être considérées séparément ou liées entre elles en fonction des besoins. Il ne s'agit pas forcément d'un livre à prendre de manière linéaire, en commençant obligatoirement par le début pour le lire de manière traditionnelle. Il est possible de le prendre de la manière que l'on veut, en fonction des problèmes rencontrés dans la situation donnée. En premier lieu, il m'a paru nécessaire de préciser ou de contextualiser certains termes utilisés, mais aussi de revenir sur la construction d'une problématique dans le cadre d'un travail de recherche. De même, il m'a semblé opportun de reprendre ce qui concerne la conduite de projet. J'y ai aussi rajouté quelques supports d'analyse comme qu'est-ce qu'une carte des acteurs et à quoi cela peut servir? Comprendre les différentes représentations des organigrammes d'entreprise, ou s'approprier la pyramide de Maslow et les différentes phases du changement. Dans un deuxième temps, j'ai construit un chapitre sur les 3 approches possibles des organisations, analytiques, systémiques et stratégiques, correspondant à 3 courants de pensée, l'un plutôt cartésien, un autre interactionniste et un dernier prenant ses racines dans la sociologie des organisations. Dans la 3e partie, je reprends des écrits théoriques réalisés précédemment autour de la construction du travail dans le monde professionnel pour aborder des concepts aussi variés que ceux du travail, de l'identité et des rites, mais surtout pour mettre en avant ce que sont le travail réflexif et l'identité réflexive. Pour compléter ces thèmes, j'ai réutilisé le plan et le contenu de mes interventions où je proposais une approche économique des organisations allant de l'économie de marché à l'économie informelle, traitée dans un de mes ouvrages lors d'une étude sur les petits métiers en Afrique de l'Ouest, en passant par l'économie publique et l'économie sociale et solidaire. Pour finir, je propose une mise en parallèle entre les 2 types d'organisations, l'entreprise et l'association. La finalité de ce manuel est bien de permettre aux personnes intéressées de trouver les ressources ou les méthodologies utiles à la compréhension des organisations dans un même document. De plus, cet ouvrage doit leur permettre d'améliorer voire de peaufiner leur vision des organisations. La compréhension des organisations et les enjeux qui s'y jouent pour les personnes qui les composent sont une aide pour celles et ceux qui vont se retrouver dans un de ces milieux professionnels voire associatifs. Ici, il s'agit aussi de donner des clés pour mieux appréhender ce qui se passe dans ces organisations du travail, que l'on soit salarié ou bénévole, et ainsi de pouvoir faire face aux problématiques rencontrées dans celles-ci. 1. Quelques interrogations indispensables. 1.1. Différencier le complexe du compliqué. Voilà 2 termes qui sont utilisés à qui mieux, et même bien souvent qui sont galvaudés. Y a-t-il une différence entre ce qui est compliqué
Et ce qui est complexe? L'organisation qui va faire l'objet de l'étude est-elle complexe ou compliquée ou les deux en même temps? 1.1.1. Le complexe. Ce qui est complexe demande une approche reposant sur l'interactionnisme. Le complexe se compose d'éléments différents, combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement saisissable. Un complexe est un tout qui comprend un certain nombre de parties, en particulier avec des parties interconnectées ou reliées mutuellement. Un complexe, cela peut être un ensemble d'installations groupées en fonction de leur utilisation, par exemple, un complexe touristique, un complexe pétrolier, etc. Un système complexe est donc un système délicat à décrire car il est composé de nombreux éléments interagissant entre eux de manière non déterministe. Ainsi, une entreprise est quelque chose de complexe à appréhender car c'est un ensemble de personnes et d'organisations qui interagissent entre elles, et qui interagit par ailleurs avec son environnement par l'intermédiaire de ses parties prenantes. Par conséquence, ce qui est complexe demande plutôt une approche systémique au cours de laquelle on tente d'analyser les interactions des différents éléments internes et externes entre eux. Chaque fois que l'on étudie un système complexe particulier, comme par exemple les populations et les localisations de différentes espèces dans une contrée donnée, la méthodologie des systèmes complexes donne des angles d'attaque sur ce système. Sur cet exemple, elle aide à prendre les bonnes décisions de régulation de l'élevage. Quand, où, combien d'animaux autorisés? Bien sûr, ce n'est qu'une aide, un point de vue nouveau sur le problème. L'étude d'un système particulier ne peut se faire qu'avec des spécialistes du domaine. 1.1.2. Le compliqué. On dit que c'est compliqué quand c'est difficile à appréhender, à analyser et à comprendre. Ce qui est compliqué demande de la compréhension. Le compliqué est le résultat d'une action. Ne dit-on pas, cette procédure est compliquée, on n'y comprend rien. Donc, c'est ce qui est difficile à comprendre, à exécuter, par exemple, une notice de montage d'un matériel en kit. C'est ce qui est composé d'un grand nombre d'éléments et qui, bien souvent, manque de simplicité. Le compliqué demande plutôt une approche analytique pour décomposer le système observé et en comprendre le fonctionnement. Pour conclure, retenons qu'étymologiquement, compliqué, du latin compliare, empiler avec, signifie qu'il faut du temps et du talent pour comprendre l'objet d'étude. Complexe, du latin complexus, attaché avec, signifie qu'il y a beaucoup d'intrications, que tout est lié et que l'on ne peut pas étudier une petite partie du système de façon isolée. Les systèmes complexes sont généralement compliqués, mais le contraire n'est pas vrai. 1.2. Distinguer les aspects conjoncturels, structurels ou organisationnels. Comment peut-on dire que la problématique de la situation étudiée relève de l'aspect conjoncturel, de l'aspect structurel voire de l'aspect organisationnel ou pourquoi pas des trois aspects à la fois? Prenons le temps de regarder de plus près ces différents aspects d'une situation. 1.2.1. L'aspect conjoncturel. C'est ce qui est relatif à la conjoncture, à la situation du moment. Ce qui renvoie au terme conjoncture que l'on peut définir ainsi. C'est une situation qui résulte d'un concours de circonstances, d'occasions, ou plus précisément comme un ensemble des éléments qui déterminent la situation économique, sociale, politique ou démographique à un moment donné. Ainsi, dans le domaine économique, une politique conjoncturelle est une politique à court terme. Son action est donc limitée dans le temps. C'est l'ensemble des interventions de l'État susceptibles de modifier à court terme l'évolution de l'économie. L'objectif est de maintenir les 4 grands équilibres du carré magique: croissance, stabilité des prix, emploi et équilibre extérieur. Une politique de relance a pour objectif la croissance et l'emploi. Une politique de rigueur a pour objectif la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Voici parmi quelques exemples ceux qui sont le plus souvent mis en œuvre: la politique monétaire, les taux d'intérêt, pour la relance, baisse des taux, pour la rigueur, hausse des taux, la politique budgétaire, les dépenses publiques, investissements publics, les grands travaux, la politique fiscale, l'impôt de la politique sociale, les revenus de transfert ou la politique des revenus, le SMIC, l'indexation des salaires sur les prix. 1.2.2. L'aspect structurel. C'est ce qui est relatif à une structure, comme par exemple, un problème structurel et non pas un problème conjoncturel ou cet autre exemple,
le chômage structurel peut résulter des modifications des structures économiques. Une structure correspond à la manière dont les parties d'un ensemble concret ou abstrait sont arrangées entre elles ou disposées. On peut aussi caractériser une structure comme un ensemble abstrait ordonné et autonome d'éléments interdépendants aux rapports régis par des lois, faisant fonction de modèles d'intelligibilité des objets étudiés dans les diverses sciences humaines. C'est aussi l'organisation des parties d'un système qui lui donne sa cohérence et en est la caractéristique permanente, la structure d'un État, d'une entreprise. C'est une organisation dotée d'un système complexe, considéré dans ses éléments fondamentaux, les structures administratives. Dans le domaine économique, les politiques structurelles ont une action à long terme. Elles modifient en profondeur les structures de l'économie. Elles sont souvent qualifiées par le secteur ou le domaine sur lesquels elles portent. Exemple, la politique industrielle. En voici quelques autres exemples. Les nationalisations, les privatisations, la politique de recherche, la politique de l'emploi, baisse du temps de travail, ou la politique de réglementation de l'environnement. 1.2.3. L'aspect organisationnel. C'est ce qui a rapport à l'organisation de quelque chose. L'organisation désigne l'action de celui qui organise, structure, arrange. Plus précisément, on peut dire que c'est la manière dont les différents organes ou parties d'un être vivant sont structurés ou agencés. C'est la manière dont un État, une administration, un service sont constitués. C'est un groupement, une association d'une certaine ampleur qui se propose des buts déterminés, une organisation syndicale. Par conséquent, cette action signifie l'expression d'une volonté. Au niveau des moyens. Soit la manière dont les différents éléments d'un ensemble complexe, d'une société, d'un être vivant sont structurés et articulés. Soit la structure qui en résulte avec une hiérarchie, ou un agencement concret des organes ou moyens requis. Combinant et associant la poursuite de finalités avec les moyens les plus adaptés pour ce faire. Soit un groupement ou une association, qui se proposent et font tout pour atteindre des buts déterminés, organisation syndicale, organisation internationale, organisation non gouvernementale, etc. Ainsi S.P. Robbins définit l'organisation d'une entreprise comme l'ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination, ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu, en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par l'ensemble de ses membres, salariés, dirigeants, actionnaires. Et de promouvoir un référentiel et un système d'action capable d'ouverture, d'écoute d'un client pour ensuite savoir le satisfaire par le déploiement et l'activation des moyens pertinents et efficients pour ce faire, dans un délai ou sur une période de temps souhaitée. 1.3. Quelques interpellations. Avant de présenter les différentes méthodes d'analyse possibles, il me paraît utile de m'arrêter sur quelques termes. Quelles sont les différences entre ce que l'on dit être comme implicite ou explicite ou bien encore entre ce qui est formel ou informel, ce qui relève du concept ou ce qui n'est qu'une notion ou ce qui concerne des facteurs exogènes ou endogènes? 1.3.1. Explicite ou implicite? En effet, il est opportun de s'interroger sur ce qui est implicite ou explicite. Quand on pose une question, est-elle implicite ou explicite? Ce qui est explicite est ce qui est formulé clairement et sans ambiguïté. Clair sur tous les points, une réponse explicite, ce qui est énoncé formellement, complètement, une clause explicite. Ou bien encore, ce qui est formellement expliqué ou prononcé. Ainsi, les connaissances explicites sont les connaissances clairement articulées au niveau d'un document écrit, par exemple, la loi d'Ohm des électriciens ou d'un système informatique ou d'un automatisme dans la mémoire d'une machine. Ces connaissances sont alors transférables physiquement car elles apparaissent sous une forme tangible, document, logiciel, machine. Elles sont diffusées largement, et donc plus utilisables par la collectivité que les connaissances tacites qui restent plus personnelles et à diffusion restreinte. Ce qui est implicite correspond à ce qui est contenu dans ce qui a été exprimé, non pas en termes formels, mais de telle sorte qu'il en découle. Qui, sans être énoncé expressément, est virtuellement contenu dans un raisonnement ou une conduite. Par exemple, on pouvait néanmoins signer purement et simplement le formulaire en conscience, moyennant certaines réserves implicites et sous-entendues, a écrit Sainte-Beuve, ou bien encore cette citation d'André Mauroy tirée de l'un de ses ouvrages.
elle ne niait plus maintenant ce passé. Non qu'elle ne m'eût rien avoué, mais l'aveu était silencieux, implicite. C'est ce qui nous amène à prendre en considération l'ensemble de tous les caractères contenus dans un concept, se reporter 1.3.4, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans la définition mais qui en découlent. Pour résumer, ce qui est implicite est contenu dans une proposition sans être exprimé en termes précis, formels, qui est la conséquence nécessaire. 1.3.2. Formel ou informel ? Ce qui est formel est exprimé avec clarté et avec une précision certaine. En voici quelques illustrations. Des paroles formelles, des termes formels, le texte formel de la loi, c'est une des clauses formelles du contrat, par une disposition formelle de la loi, un désaveu formel, une dénégation formelle, un refus formel ou encore un devis formel. C'est aussi ce qui s'attache à la forme. Lors d'une étude, partir du formel revient à prendre en considération ce qui se voit, ce qui existe et visible ou connu de tous, ce qui est officiel, l'aspect formel de la situation. Pour être clair, ce qui est formel est formulé avec précision, sans équivoque. C'est ce qui s'attache à la forme, à l'aspect extérieur. N'étudier que cet aspect-là revient sans doute à omettre ce qui est sous-entendu ou bien non officiel, c'est-à-dire l'informel. L'informel, c'est ce qui n'obéit pas à des règles déterminées, qui n'a pas un caractère officiel, une rencontre informelle entre deux chefs d'État, ou bien encore, officiel qui n'est pas officiel, qui ne respecte pas les règles établies comme une réunion informelle. En règle générale, c'est ce qui n'est pas soumis à des règles strictes voire officielles. C'est aussi ce qui n'est pas visible, ce qu'il faut aller chercher car non évident ou apparent dans l'étude menée. On utilise ces termes, formels et informels, en économie pour distinguer l'économie formelle donc officielle, ce qui est réalisé dans les règles ou dans les lois, de l'économie informelle, souvent considérée comme non établie ou souterraine, voire 4.3.4. Le pouvoir pourra lui aussi être formel ou informel. À la question qui détient le pouvoir dans une organisation revient à s'interroger sur la distinction qu'il peut y avoir entre le pouvoir formel, celui qui est officialisé et connu de tous, de celui qui est informel et accaparé au détriment de la règle établie et connue que de quelques-uns. Lors de travaux de recherche, peut-être faut-il s'attarder plus sur ce qui est du domaine de l'implicite et de l'informel car c'est là bien souvent que se trouvent les clés de compréhension de l'organisation. 1.3.3. Exogène ou endogène ? L'adjectif exogène qualifie ce qui provient du dehors, de l'extérieur à un système. C'est un phénomène extérieur à l'organisme. Le terme exogène est le contraire de celui d'endogène. Le terme exogène est aussi utilisé en économie, comme par exemple, dans un modèle macroéconomique ou microéconomique, une variable exogène est une variable qui ne dépend pas des autres variables endogènes du modèle. Une variable exogène est par définition explicative, elle est tirée d'observations et souvent d'un consensus qui permet de l'utiliser dans un modèle. Les constantes sont souvent de nature exogène. A contrario, l'adjectif endogène correspond à ce qui prend naissance à l'intérieur d'une structure, d'un organisme, d'une société, sous l'influence de causes strictement internes. Dans le domaine de la biologie, le terme endogène qualifie un produit ou une fonction générée à l'intérieur du système, animal, superorganisme, écosystème, et dans le cas d'un organisme synthétisé par l'organisme lui-même. Plus largement, il peut s'agir d'un événement dû à une ou plusieurs causes internes au système lui-même. Ainsi, pour observer ou analyser une organisation, on utilise le terme endogène car il qualifie tout phénomène ayant sa source à l'intérieur du système, de la société. Là aussi, lors de travaux de recherche, il est utile de s'intéresser aux facteurs ou causes exogènes, externes ou endogènes, internes, des problématiques de l'organisation observée. 1.3.4. Concept ou notion ? Après, partir d'un concept et ensuite rechercher à le confirmer ou rechercher celui-ci après avoir mené ses investigations, dépend la plupart du temps de la durée des travaux de recherche. C'est ce sur quoi je vais maintenant m'attarder. Mais avant, quelle distinction faire entre un concept et une notion ? 1.3.4.1. Un concept. Ce mot signifie concevoir. Il a pour origine du verbe latin concipere. C'est une représentation mentale universelle et abstraite, obtenue en retenant les aspects essentiels de l'objet.
Un concept est une représentation générale et abstraite de la réalité d'un objet, d'un ensemble d'objets ou d'une situation. Un concept se définit selon sa compréhension et selon son extension. Il n'est pas exactement synonyme de notion car plus abstrait. Le concept vient donc du participe passé latin conceptus, du verbe concipere qui signifie contenir entièrement, former en soi. Le concept se distingue donc aussi bien par la chose représentée par ce concept, que du mot, de la notion ou de l'énoncé verbal, qui est le signifiant de ce concept mental. Au sens philosophique, on appelle le plus souvent un concept une idée ou une représentation de l'esprit qui abrège et résume une multiplicité d'objets empiriques ou mentaux par abstraction et généralisation de traits communs identifiables. Le concept est ainsi, selon le philosophe Kant, ce qui unifie le divers de la sensation. Il est dénoté dans le langage par un terme qui le désigne. Le concept est nommé comme signifié, le terme le désignant est nommé signifiant. C'est aussi la définition des caractères spécifiques d'un projet, d'un produit par rapport à l'objet ciblé, un journal élaboré selon un nouveau concept. Il faut différencier un concept d'un précepte. Un précepte est une règle, un enseignement dans un domaine particulier par exemple, les préceptes de la morale. 1.3.4.2 Une notion. Une notion, c'est l'idée que l'on a de quelque chose. C'est aussi la connaissance élémentaire de quelque chose. Avoir des notions en. Dans le sens philosophique, c'est une connaissance élémentaire souvent créée, aux observations empiriques. En sciences humaines, il y a deux acceptions pour le terme de concept. En premier, il s'agit de l'objet en tant que fait psychosociologique, comme de l'étude de la formation des concepts, Jean Piaget. En deuxième, le mot concept est utilisé au sens méthodologique. À noter, la différence entre le terme notion au contenu peu systématisé qui, en français, équivaut à l'idée, et le terme concept, devant être défini rigoureusement qui correspondrait plutôt à l'anglais construct, alors que pour les anglo-saxons, concept signifie conception. Par extension et déformation, un concept désigne ce qui regroupe des notions, acceptions, liées entre elles-mêmes de manière large. 1.3.5 Une démarche inductive ou déductive ? Prenons pour exemple le secteur de l'éducation ou de la formation. Il est possible de mettre l'élève ou l'apprenti dans deux positions. La première consiste à lui donner des règles et à lui demander de les appliquer. C'est ce fait l'élève à l'auto-école quand il apprend le code de la route pour ensuite pouvoir conduire le véhicule. C'est que l'on nomme comme une démarche déductive. On me donne les règles et je les mets en œuvre. Dans la deuxième possibilité, on met l'élève en situation de découverte et on l'amène à en tirer des règles. Comment on apprend à marcher ? Ou voir les expériences menées en sciences naturelles ou en chimie ? Dans ces cas, on applique le plus souvent une démarche inductive. Je découvre et par conséquence j'énonce des règles. Pour ce qui est des travaux de recherche, on a la possibilité de se mettre dans l'une ou l'autre de ces postures. 1.3.5.1 La démarche déductive. C'est une démarche simple à mettre en œuvre. Cela revient à aller de la théorie au terrain. On part d'un concept pour émettre une ou des règles. C'est-à-dire qu'on pose un cadre à la recherche et qu'ensuite, on va aller sur le terrain analyser ce qu'il en est, pour donner des exemples et argumenter ce qui a été établi au départ en points positifs ou négatifs. Cette méthode exige de définir au préalable son thème de recherche et de définir son sujet d'étude. Pour cela, il est nécessaire auparavant d'effectuer une recherche documentaire et bibliographique. À ce moment-là, on se doit de définir la problématique puis d'émettre des hypothèses. Cela revient à se demander quelles sont les réponses que cette étude tente de valider. Par la suite, il s'agit de choisir la méthode d'investigation. Entretien, questionnaire, observation, journal de bord, étude de dossier, etc. Après, on se doit d'effectuer le travail de recueil des données en fonction de ce qui précède puis de procéder à leur analyse. Souvent, à cette étape, il y a lieu de retourner sur le terrain de la recherche documentaire et bibliographique. La conclusion revient à se demander en quoi les hypothèses ont été validées ou invalidées. 1.3.5.2 La démarche inductive. C'est une démarche plus complexe à mettre en œuvre. Il va s'agir de partir du terrain pour aller chercher la théorie qui va l'illustrer.
C'est-à-dire que l'on va aller sur le terrain observer ce qui s'y passe pour trouver son sujet d'étude et, par la suite, analyser de quoi il en retourne. C'est ensuite que l'on recherche le concept qui se rapproche au plus près du sujet d'étude, pour en tirer une ou des règles. De ce constat, il sera alors possible d'en tirer une ou des généralités. Dans cette façon de faire, on va définir d'abord un cadre général à l'étude, son thème ou son lieu d'observation. Il n'est pas nécessaire à ce moment-là d'effectuer des recherches documentaires ou bibliographiques qui pourraient orienter le travail d'étude. Sur le terrain, on doit mener des entretiens de préférence non directifs voire semi-directifs. C'est à l'issue de cette étape que l'on peut élaborer sa problématique et les hypothèses qui vont l'étayer. C'est maintenant qu'il faut mener ces recherches documentaires ou bibliographiques. Une fois cette étape franchie, il faut procéder à l'analyse des données ou du recueil d'informations avec une confrontation aux recherches documentaires et bibliographiques réalisées ou à approfondir. De toute manière, la conclusion revient aussi à se demander en quoi les hypothèses ont été validées ou invalidées. Dans les deux démarches, il reste à restituer l'étude en explicitant les travaux que l'on a été amené à effectuer et les conclusions que l'on en tire. Ainsi, lors de l'étude, peut-être faut-il s'attarder plus sur ce qui est du domaine de l'implicite et de l'informel car c'est là bien souvent que se trouvent les clés de la compréhension de l'organisation. Après, partir d'un concept et ensuite rechercher à le confirmer ou rechercher celui-ci après avoir mené ses investigations, dépend la plupart du temps de la durée donnée pour mener l'étude. En tout état de cause, ce qui est important, c'est la démonstration, la cohérence du cheminement et comment on a construit le fond. Je peux prendre en exemple deux des livres que j'ai publiés. J'ai utilisé une démarche déductive pour ce qui concerne la réalisation du livre, la validation des acquis de l'expérience. Le cadre théorique repose sur les concepts de la réflexivité, voire 3.5, et des rites, voire 3.7, principalement. La rencontre avec des usagers de ce dispositif de validation a permis de vérifier si ce qu'ils avaient vécu pouvait correspondre à ces concepts. L'ouvrage traitant des petits métiers pour grands services dans la ville africaine repose à l'inverse sur une démarche inductive. Dans ce cas, ce sont les interviews qui ont d'abord été menées. À ce moment-là, les auteurs ne savaient pas ce qu'ils cherchaient vraiment. Au terme du travail de terrain, ils ont recherché à quoi pouvaient se rapprocher les propos tenus. C'est alors qu'ils ont pensé au concept de l'économie informelle, voire 4.3.4. Le parallèle pouvait alors se réaliser. Par ces deux exemples, je tente juste de montrer qu'il n'y a pas une démarche qui prévaut sur l'autre, toutes deux ont leur intérêt et leur pertinence. 1.3.6. Valeurs, finalités et objectifs. Une organisation possède des valeurs mais elle se donne aussi une finalité, et elle se fixe un ou des objectifs. Il me semble donc essentiel de préciser ce que l'on entend par valeur, comme il me semble opportun de donner la différence qu'il peut y avoir entre la finalité d'une association et ses objectifs. 1.3.6.1. Les valeurs. Le mot valeur renvoie à plusieurs sens. En premier, en économie, c'est le prix selon lequel un objet peut être échangé ou vendu. En mathématiques, il s'agit alors de l'une des déterminations possibles d'un élément variable alors qu'en musique, c'est la durée d'une note. On peut mettre en valeur pour donner de l'importance ou faire ressortir. Mais c'est aussi ce qui est posé comme vrai, beau, bien selon des critères personnels ou sociaux et sert de référence, de principe moral. C'est ce sens qui est intéressant. Quelles sont les valeurs de l'organisation que l'on découvre ou que l'on étudie? Ainsi, une organisation fait-elle reposer ses valeurs sur le plan humain ou sur le plan économique? Qu'est-ce qui fait la priorité de l'organisation? Toute société définit ce qui est bien ou mal, beau ou laid, honorable ou honteux, agréable ou désagréable, et pourquoi il vaut la peine de vivre et éventuellement de mourir. En conséquence, les valeurs s'organisent en un idéal que la société propose à ses membres. Ce qui est d'autant plus exact pour une organisation. Dans une organisation, les valeurs sont les principes à forte coloration morale qui doivent guider l'action du personnel. Cela revient à poser quelle est la norme morale de l'organisation, et de s'interroger sur le rôle prépondérant des valeurs dans la structuration de l'action pour faire la distinction entre l'action guidée par la raison et l'action guidée par les valeurs.
Avoir des valeurs, cela renvoie à l'estime accordée de façon subjective ou objective en fonction de normes. Elle constitue aussi le fondement principal de l'action sociale. L'action sociale recouvre le comportement rationnel par rapport à une valeur. C'est aussi la distinction que l'on retrouve dans l'actuelle opposition entre valeur de finalité et valeur de rendement. Ce qui permet d'énoncer que les valeurs collectives constituent le fondement de la cohésion sociale. L'adhésion à des valeurs communes est l'élément essentiel de l'intégration de l'individu à la société, c'est le fondement de la solidarité sociale. C'est le principe posé comme idéal à suivre et à accomplir pour se réaliser. Il est intériorisé par l'individu par souci de socialisation. Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les manières d'être et d'agir. Ces principes sont ceux qu'une personne ou qu'une organisation reconnaît comme un idéal, et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées. Elles sont appelées à orienter l'action des individus dans une organisation, en fixant une finalité et des buts. Elles donnent un sens moral qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes, et de se construire une éthique personnelle. Voilà bien un point essentiel en préambule à observer lorsque l'on se penche sur une organisation. Quelles sont ses valeurs ? Ce qui revient à se demander ce qui va fédérer l'action de ses membres. 1.3.6.2 La finalité. Pour faire simple, la finalité c'est le but que l'association se donne. Cela correspond à l'article 1 de la déclaration de l'association à la préfecture lors de sa création. Par exemple, venir en aide aux personnes en situation de précarité sur le territoire national. Lors d'une évaluation, il s'agit ici d'effectuer une évaluation qualitative. L'association tente-t-elle de tout mettre en œuvre pour atteindre ce qui est sa finalité ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.